Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse complète des marchés en août 2026. Donc on va littéralement tout regarder, que ce soit le fondamental, le technique, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi les opportunités qui m'intéressent et surtout comment les marchés pourraient évoluer. Je vais vous présenter différents scénarios de qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite des choses. Juste avant qu'on commence, guys, petite précision importante. Au moment où j'enregistre ce premier segment de vidéo, on est mercredi matin et je vais publier donc la vidéo aujourd'hui. Par contre, ce que vous allez voir par la suite, ça a été enregistré lundi matin, donc il y a 2 jours. Et je tenais à faire cette petite introduction tout simplement parce que vous allez voir, mais les marchés ont énormément évolué depuis ces 2 derniers jours. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment l'analyse que j'avais en début de semaine, comment j'envisageais la suite des choses au niveau des marchés, c'était quoi les différents scénarios qui m'intéressaient. Et vous allez voir donc qu'il y a un des scénarios que je vous ai présenté qui s'est concrétisé et j'ai réussi d'ailleurs à très bien le trader. Donc cette semaine-là, pour l'instant, j'ai pris 2 trades que je vais vous afficher juste ici. Donc un premier trade qui est déjà fermé en bon profit et le deuxième qui est encore ouvert et qui pour l'instant est en profit également. Donc de mon côté, c'est une très très belle semaine de trading. Mais donc je me suis dit, j'allais quand même publier la vidéo et vous montrer l'analyse que j'avais en début de semaine. Je pense que ça va être intéressant pour vous justement de voir un peu c'était quoi les réflexions que j'avais quand les marchés ne faisaient pas grand-chose, c'était quoi les différents scénarios que j'envisageais et comment j'ai réussi donc à justement en bénéficier par la suite. Donc bref, vous allez voir là, mon analyse de A à Z et ça va vraiment vous permettre de voir comment on réfléchit, comment on construit des idées de trade et comment on fait pour avoir différentes visions du monde en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne veut jamais se faire surprendre par le marché. Il faut toujours avoir différents scénarios en tête. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir comment j'ai bâti ces différents scénarios et par la suite, comment donc j'ai réussi à trader celui qui s'est concrétisé. Donc, vous allez voir, mais c'était le scénario optimiste qui s'est concrétisé et ça a été très payant. Fait que bref, je vais juste, guys, vous mettre en contexte là, par rapport à ça, mais je pense que la vidéo a tout autant de valeur, voire même encore plus, parce que ça va vous permettre de vraiment voir comment je réfléchis, comment j'ai bâti ces scénarios et par la suite, c'est ça qui m'a permis évidemment de profiter des mouvements qu'on a eu là cette semaine. Fait que bref, si c'est le style de vidéo, guys, que vous appréciez évidemment, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. Assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, donc faisons un petit saut dans le temps et revenons à lundi. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. OK guys, donc on est présentement sur mon écran et là ce qu'on va faire pour commencer, c'est établir ce qu'on appelle un contexte macroéconomique. C'est super important de comprendre que dans mes systèmes de trading, je vais énormément regarder tout ce qui touche à la macro et au fondamental. Donc par exemple la géopolitique, les banques centrales et ainsi de suite. Et c'est avec ça qu'on va être capable de vraiment comprendre où sont les marchés présentement et surtout donc de faire des scénarios sur comment les choses peuvent évoluer. N'importe quel trader professionnel va pousser son analyse le plus loin possible par rapport à ça et non juste se fier par exemple au graphique, donc à l'analyse technique. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de l'analyse technique. Je vais vous montrer les niveaux que je vais surveiller pour potentiellement exécuter des positions, mais on va évidemment commencer par établir un contexte macro. Et la première chose qu'on veut faire quand on établit un contexte macro, c'est de revenir un petit peu en arrière et d'aller chercher vraiment un contexte général des derniers mois. Parce qu'il faut comprendre que les marchés vont toujours évoluer d'événement à événement et donc au final, tout ça nous donne une histoire. Mais pour comprendre où est-ce qu'on est rendu en ce moment dans l'histoire et comment ça peut évoluer, évidemment, il faut revenir en arrière et comprendre d'où est-ce qu'on vient pour avoir justement un contexte donc un petit peu plus général. Donc, si on regarde les marchés et qu'on fait un bref résumé de qu'est-ce qui est arrivé depuis le début de l'année, donc évidemment ici, je vais utiliser le S&P 500, donc l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. On va vraiment y aller là-dessus pour avoir tout simplement quelque chose de référence et garder ça simple. Donc, si on commence en 2026, on voit qu'au début de l'année, les marchés étaient plutôt stables. On était dans des conditions globalement assez haussières. On avait eu une très, très belle année globalement sur les marchés. Les données économiques étaient bonnes. Il n'y avait pas trop de problèmes. Puis, en général, tout allait bien. Par la suite, on a eu le conflit US-Iran. Donc, ça a amené une correction sur les indices boursiers. Tout simplement parce qu'on a notamment le pétrole qui a explosé à la hausse aux alentours de mars 2026. Donc, qui dit pétrole qui explose dit des fortes attentes par rapport à l'inflation. Qui dit forte inflation dit hausse de taux d'intérêt et c'est quelque chose donc qui est venu peser sur les indices boursiers. Donc c'est ça qui a amené la correction juste ici. Par la suite, on a notamment Trump qui avait
dit une chose extrêmement précise, c'est-à-dire le premier cessez-le-feu, donc le premier, on va dire, vrai développement dans la direction potentiellement d'une paix, d'un accord et ainsi de suite. Donc là, les marchés avaient énormément apprécié la nouvelle. On avait eu le Relief Rally juste ici. Donc on avait eu une montée où il y avait beaucoup de gens en fait qui s'étaient positionnés à la baisse en début d'année sur les indices. Ces personnes-là étaient forcées de sortir de leur position. Ça a fait un effet boule de neige et c'est ça qui nous a donné le rally qu'on a eu juste ici. Et depuis donc les 2-3 derniers mois, eh bien, on voit qu'on est dans un range. Mais donc, depuis le début de l'année, si on avait à établir un contexte et, comme je dis, garder ça relativement simple, eh bien, c'est là où est-ce qu'on en est présentement. Évidemment, bon, je ne l'avais pas mentionné, mais le mouvement haussier qu'on a eu a également été drivé par tout ce qui touche aux attentes de croissance par rapport à l'intelligence artificielle. On a énormément d'investissements en ce moment, surtout des plus grosses compagnies technologiques dans le AI et il y a beaucoup de gens qui ont justement cette prévision-là que dans le futur, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement changer littéralement l'économie et c'est quelque chose qui a également drivé le mouvement à la hausse. Et donc là, si on regarde un petit peu plus où est-ce qu'on est rendu présentement, donc on voit qu'on s'est stabilisé dans les 2 derniers mois. Au moment où j'enregistre la vidéo, on a également le conflit US-Iran qui continue. Ça évolue extrêmement rapidement, ça change d'une semaine à une autre. Si on regarde les développements majeurs de ça avec le pétrole, parce que vous allez voir, c'est quand même de quoi qui est extrêmement important. Donc on a vu la montée du pétrole au tout début du conflit. Par la suite, on s'était stabilisé. Durant le mois de juin, on avait vraiment des développements extrêmement positifs. Okay? On avait un deal, on avait un cessez-le-feu et tout semblait vraiment aller dans la bonne direction. Finalement, durant le mois de juillet, eh bien, les attaques ont repris et le deal s'est tout simplement évaporé. Donc, on a eu une hausse juste ici du pétrole et là, on voit qu'on s'est un petit peu stabilisé depuis la dernière semaine. Donc là, le marché est en train de voir est-ce que le prochain gros développement, c'est encore plus d'attaques? Est-ce qu'ils vont être capables de finalement renégocier et avoir un nouvel accord? Donc bref, ça, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, il y a encore énormément d'incertitudes au niveau du conflit. Par contre, le point, disons positif du moins pour l'instant, c'est que le pétrole n'est plus autant élevé de ce qui était au début du conflit. Okay? Donc on voit qu'avec le conflit, au début, on était plus aux alentours des 100, 110, même 120 sur le baril de pétrole, ce qui est extrêmement élevé et très problématique pour l'inflation. Mais là, on voit qu'on est plus aux alentours des 80 $. 80, ça reste relativement élevé, mais ce n'est pas non plus si pire que ça. On va dire que c'est dans la moyenne élevée des 20 dernières années. Donc, c'est un tantinet élevé. On aimerait que ce soit plus faible au niveau de l'inflation, mais c'est quand même pas si pire que ça. Pour ce qui est du conflit, on en est là et au niveau donc de la hype par rapport à l'intelligence artificielle, bien, comme j'ai dit, la hype est toujours globalement présente, mais les valorisations récemment étaient devenues extrêmement élevées et ça, on peut le voir également sur le Nasdaq qui est un indice boursier mais concentré un petit peu plus sur les valeurs technologiques et on voit qu'on a quand même fait une belle correction. Si on mesure ce mouvement-là, on parle quand même d'une correction déjà de 12% en à peine 2 mois, ce qui est quand même pas rien. Et ça témoigne donc justement que le marché, bien, globalement, est encore haussier parce que pour l'instant, c'est tout simplement une correction de la dernière impulsion qu'on avait eue ici. Mais il y a justement eu une surévaluation. Le marché a dû se rebalancer, revenir à des niveaux, disons, un petit peu plus équilibrés. Donc bref, depuis 2 mois, c'est environ là où est-ce qu'on en est présentement. Sinon, au niveau des données économiques, comme j'ai dit, globalement, pour l'instant, les données économiques sont encore très bonnes. L'inflation est un petit peu problématique, notamment à cause du pétrole, mais les autres données sont très bonnes. Okay? Si on regarde ça rapidement ici, on voit que pour l'instant, pour ce qui est de l'inflation aux États-Unis, sur le year over year, on était à 3,5% pour le mois de juin. Je m'attends que ces données-là augmentent pour le mois de juillet. Ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais pour le mois de juin, donc, on était à 3,5. Mais même 3,5, donc, c'est quand même relativement élevé. Il faut garder en tête que la Banque centrale a pour objectif d'avoir une inflation annuelle aux alentours de 2%. Donc, on s'entend que 3,5, c'est déjà élevé. Et si on remonte, par exemple, à 4% et plus, ben, c'est quelque chose qui est assez problématique quand même pour la Fed. Okay? Donc, l'inflation est un tantinet élevé, mais sinon, pour ce qui est des autres données économiques, tout va pour le mieux. Donc, le taux de chômage aux États-Unis, pour l'instant, est à 4,2% annuel, ce qui, historiquement parlant, est très faible. On voit que 4,2%, c'est très, très bon. Tant et aussi longtemps qu'on est en dessous du 5% sur le taux de chômage, c'est ce que la Fed regarde et pour l'instant, tout va bien là-dessus. Et si on regarde également les PMIs, donc le ISM Manufacturing PMI et les ISM Services PMI, donc ça, c'est des données qui vont souvent nous montrer un peu d'avance comment l'économie pourrait évoluer. Donc, c'est des données que j'utilise énormément pour ma vision, disons, moyen-long terme au niveau des marchés. Et la façon qu'on va interpréter cette donnée-là, c'est d'être au-dessus de 50, c'est qu'on est en croissance, et
en dessous de 50, c'est qu'on est tout simplement en ralentissement. Donc, si on regarde les données du manufacturing depuis, par exemple, le début de l'année, parce que vu que la donnée nous montre un peu qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur, bien, il faut souvent revenir un peu en arrière et considérer les 6 à 12 derniers mois, eh bien, on peut voir que le manufacturing a vraiment bien performé cette année pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a réussi à repasser au-dessus de 50. On voit qu'avant 2026, on était en dessous et on s'est stabilisé aux alentours de 52, 53. Fait qu'on n'a pas une énorme croissance, mais on a une croissance, on est au-dessus de 50 et il y a de l'amélioration là-dessus. Fait que globalement, c'est plutôt bien. Et au niveau des services, on voit qu'on est plutôt stable. On était déjà au-dessus de 50, mais on est toujours donc au-dessus de 50. Donc, si on fait juste prendre ces quelques données-là, okay, qu'on essaie de garder ça simple et qu'on prend un pas de recul, eh bien, les PMIs sont au-dessus de 50. Les données de l'emploi sont extrêmement bonnes. La hype au niveau du AI, comme je dis, s'est calmée un peu récemment, mais globalement est encore présente. La croissance est plutôt bonne. Donc bref, il n'y a pas vraiment de gros problèmes en ce moment dans l'économie américaine, hormis l'inflation. Et cette inflation-là provient du pétrole qui, lui, a été haussier à cause du conflit US-Iran. Donc maintenant qu'on comprend un peu cette dynamique, eh bien, ça revient en fait à suivre le pétrole. Ça revient à suivre qu'est-ce qui se passe au niveau du conflit et comment ça pourrait évoluer. Parce que si par exemple on n'avait aucun problème au niveau de l'inflation et le conflit n'existait pas, eh bien, tout irait pour le mieux. Les données économiques sont bonnes, la croissance est là, la hype avec l'intelligence artificielle est toujours très forte. Donc, tout va pour le mieux. Le seul problème en ce moment, c'est l'inflation. Et donc là, si on veut être capable de faire des scénarios qui font du sens et de voir un peu qu'est-ce qui pourrait arriver, eh bien, il va falloir principalement regarder le conflit US-Iran, regarder le pétrole parce que c'est ça qui va impacter l'inflation, c'est ça qui va impacter les prochaines décisions de la Fed pour ce qui est de la politique monétaire et c'est ça qui va donc impacter également les autres actifs. Donc, si on veut avoir un contexte assez général avec les données économiques et considérer également le conflit, eh bien, ça ressemble à ça pour l'instant. Maintenant, il y a quand même quelques autres aspects importants à considérer. Premièrement, il y a la Fed. Okay? Donc, depuis plusieurs années, on avait Jérôme Powell qui était à la tête de la Fed et depuis donc 2 meetings, on a Kevin Warsh qui a pris sa place. Et ça fait quand même une différence assez importante parce que, bon, la Fed, il faut comprendre premièrement que ça reste un comité. Donc, c'est pas parce qu'il y a un nouveau chairman que ça y est, on va partir complètement ailleurs sur la politique monétaire et qu'on va avoir quelque chose de complètement différent. Okay? Donc, c'est pas, on va dire, aussi fort que ça, mais c'est quand même un point qui est important, notamment parce que Kevin Warsh, depuis son entrée en tant que chairman, a mentionné vouloir abandonner ce qu'on appelle le Forward Guidance. Okay? Le Forward Guidance, c'est tout simplement la banque centrale qui va essayer de nous dire un peu d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire, okay? Qu'est-ce qu'ils vont regarder. Et ça, c'est ce que Powell faisait quand il était chairman de la Fed. Okay? Donc, assez souvent, peut-être quelques semaines, par exemple, avant la prochaine décision, ben, on savait à peu près où est-ce que la Fed s'enlignait. On savait qu'est-ce qu'il regardait, on savait, est-ce qu'il allait potentiellement monter les taux, est-ce qu'il allait les laisser tels quels, et ainsi de suite. Donc, on avait vraiment un certain guideline pour ce qui était du futur, et ça l'aidait les marchés à se positionner un peu d'avance et à garder en soi une certaine stabilité parce qu'on n'avait pas vraiment de surprise au niveau des marchés. Maintenant, une grosse différence, donc, c'est que depuis que Kevin Warsh a rentré, eh bien, celui-ci a dit vouloir abandonner le Forward Guidance. Okay? Donc, il veut arrêter de laisser entendre qu'est-ce que la Fed va faire en avance. Et la raison pourquoi il veut faire ça, c'est parce qu'avec le conflit, notamment US-Iran, eh bien, ça amène beaucoup d'incertitudes. La situation évolue extrêmement rapidement et selon lui, donc, c'est, si on veut, une mesure qui, dans le contexte actuel, n'est pas particulièrement intéressante à continuer. Et ça, donc, ce que ça l'amène, c'est beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à leur politique monétaire. Et cette incertitude-là, on est capable de la représenter graphiquement avec l'outil juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Fed Watch Tool. Et concrètement, donc, ce que ça nous montre, c'est qu'ici, on voit tous les prochains meetings de la Fed et on est capable de voir qu'est-ce que le marché s'attend en termes de probabilité par rapport au taux d'intérêt. Donc, on voit que pour l'instant, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, on est début août, eh bien, on voit qu'on a environ 60% de chances de monter les taux d'intérêt parce qu'on voit qu'en ce moment, on est entre 3,50 et 3,75 et on a donc plus de probabilité pour le prochain meeting d'avoir une hausse des taux d'intérêt. Donc là, le marché, pour l'instant, c'est ce qui s'attend. Mais comme je l'ai dit, le problème, c'est que vu que la Fed veut arrêter le Forward Guidance, eh bien, il y a des chances que pour les prochains meetings de la Fed, il y ait des attentes qui soient un peu dispersées. Et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs durant le meeting qu'on vient d'avoir la semaine dernière au moment d'enregistrer cette vidéo-là.
personne ne savait vraiment qu'est-ce qui allait arriver avant ce meeting-là. Les attentes étaient assez dispersées et c'était un peu même mélangeant, je dirais, parce que durant le premier meeting de Kevin Warsh, il avait vraiment mis l'emphase sur l'inflation. Il disait ne pas vouloir refaire les mêmes erreurs que la Fed avait faites après la pandémie. Donc, quand on a vu la pandémie, la Fed avait énormément baissé les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Ça avait fonctionné, mais ça avait également stimulé l'inflation et pendant longtemps, la Fed avait négligé cette inflation-là. Et donc là, Kevin Warsh a dit ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs. Donc ça, c'était le tout premier meeting. Mais si on regarde le meeting qu'on vient d'avoir la semaine dernière, eh bien, ce n'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a quand même mentionné évidemment vouloir contrôler l'inflation, mais il était beaucoup plus nuancé dans ses propos, c'était beaucoup moins clair dans cette direction-là. Et ça, on n'avait pas vraiment de façon de le voir venir d'avance parce que justement la Fed veut abandonner le forward guidance. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de qu'est-ce que la Fed va faire et où est-ce qu'ils s'en vont au niveau de la politique monétaire. Mais encore une fois, je pense que le point le plus important à suivre, et c'est ça qui va donner une partie de la réponse, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le conflit US-Iran. Parce que si le pétrole par exemple, remonte à 90, 100 et plus, eh bien, inévitablement, ça va amener de l'inflation et ça va forcer la Fed à augmenter les taux d'intérêt et ça va impacter négativement les risk assets, que ce soit les indices, les matières premières, les cryptos, puis ainsi de suite. De l'autre côté, si le conflit évolue dans la bonne direction, par exemple, on a un accord, tout va bien, le pétrole commence à redescendre, eh bien là, la Fed ne sera peut-être pas forcée d'augmenter les taux d'intérêt et les risk assets devraient globalement plutôt bien encaisser cette situation-là. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, le fait de suivre le pétrole est extrêmement important parce que, comme on a vu tantôt, le seul problème, c'est l'inflation. Et plus que la Fed ne veut pas se prononcer d'avance, eh bien, le pétrole va donner la réponse de qu'est-ce qui va arriver avec l'inflation et ça va donner la réponse de littéralement tous les autres marchés. Donc, vous voyez les liens qu'on est capable de faire ici entre qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique, comment ça peut impacter les données, comment ça peut impacter la Banque centrale et comment ça va impacter les autres marchés. C'est ce type de lien-là qu'il faut faire pour vraiment avoir une vraie compréhension macro. Donc, c'est pour ça que depuis tantôt, oui, on parle des indices, mais que je vous ai énormément parlé du pétrole. Et comme on peut voir, donc, en ce moment, le pétrole est, comme j'ai dit, aux alentours des 80 $. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement problématique pour l'inflation, mais ça peut vite changer. Si on remonte à 90 et plus, historiquement parlant, c'est là que ça commence à devenir problématique. Okay? Donc, par expérience, un pétrole aux alentours de 70, 80, l'économie est capable d'encaisser ça sans problème. 90, c'est pas si pire, mais ça commence à être un peu élevé. 100 $ et plus, là, c'est problématique. Et je pense que c'est vraiment là qu'on aurait beaucoup plus de probabilité de vraiment voir des hausses de taux d'intérêt. Peut-être une, peut-être plus, qui sait, selon comment le conflit évolue. Mais ça reste le point le plus important. Je vous ai également sorti ce graphique-là, juste ici, qui, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos d'analyse, mais représente extrêmement bien la corrélation qu'on a avec le pétrole et l'inflation. Donc, il faut comprendre que le pétrole, c'est la matière première la plus importante puisque c'est de l'énergie et que pour produire n'importe quoi, eh bien, on a besoin d'énergie. Donc, si le pétrole augmente énormément, eh bien, l'inflation va suivre aussi. Donc, la logique est là. Et dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, je vous avais parlé que personnellement, je m'attendais à ce que les données de l'inflation commencent à ralentir parce que oui, on avait eu une hausse ici du pétrole au début du conflit. La hausse était déjà représentée donc dans l'inflation et on l'avait vu d'ailleurs juste ici, on voit que l'inflation était montée à 4,2 %. Mais quand j'avais fait donc cette vidéo-là, je vous avais dit que les prochaines données, je m'attendais à ce que les données soient plus faibles. Et c'est bel et bien donc ce qui est arrivé et sans grande surprise, ok, parce que le pétrole avait déjà commencé à rebaisser. Durant le mois de juin, le pétrole avait baissé de 30 %. Donc c'était assez, je dirais, évident que les données de l'inflation allaient également baisser. Maintenant, point important à comprendre, c'est que là, si on regarde le mois de juillet pour le pétrole, on voit qu'on a quand même remonté. En début juillet, on était aux alentours de 67 $ sur le baril, puis on a fini aux alentours de 85. Donc, on parle quand même d'une hausse assez significative. Si on mesure, par exemple, le point bas ici avec la fin du mois, on est aux alentours là, de 25-30 % de hausse sur le pétrole. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les données qui vont sortir durant le mois d'août, qui vont représenter les données de juillet, en théorie, les données devraient être plus fortes que les dernières à cause que le pétrole a remonté. Donc, il y a souvent un petit décalage entre le mouvement du pétrole et comment ça impacte les données de l'inflation, mais on voit qu'il y a quand même donc un lien qui est assez fort et c'est pour ça donc que de suivre le pétrole, bien, ça va donner la réponse de qu'est-ce qui pourrait arriver sur l'inflation et ça va donner la réponse au niveau de la politique monétaire. Donc encore une fois, on le voit très très bien sur ce graphique-là juste ici.
Et sinon, il y a également ce graphique-là qui est extrêmement important à comprendre. Donc là, en blanc ici, on a le pétrole. Bon, je ne l'avais pas précisé tantôt, mais ici également en blanc, c'était le pétrole. Puis orange et rouge, c'est CPI et Core CPI, donc les données de l'inflation aux États-Unis. Bref, donc ici, sur ce prochain graphique-là, on a le pétrole donc en blanc et en orange, on a les indices boursiers américains, donc le S&P 500. Et ce que ce graphique-là nous présente, en fait, c'est que quand on est au-dessus des 100 $ sur le pétrole, donc la ligne blanche, on voit que c'est vraiment là que les indices boursiers commencent à corriger. Fait qu'ici, on avait eu une énorme correction sur le S&P. Ici, pareil. Et ici, on en a eu une petite en début d'année, plus ou moins représentative là, sur le graphique ici, mais on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc, mon point étant que le plus longtemps que le pétrole reste élevé, bien, le plus que ça devient problématique donc pour l'inflation et pour les indices boursiers. Fait qu'en ce moment, aux alentours de 80 $, comme j'ai dit, ce n'est pas un énorme problème. Mais si, par exemple, le conflit venait à continuer, qu'on avait une escalade, eh bien, c'est là que ça deviendrait beaucoup plus problématique. Et ça, soit dit en passant, le marché, pour l'instant, est encore dans cette idée-là qu'on pourrait potentiellement avoir des escalades au niveau du conflit et potentiellement qu'on pourrait voir des hausses de taux d'intérêt. Et ça, on est capable de le représenter avec les yields. Donc, les yields, c'est tout simplement le rendement des obligations. Une obligation, c'est une dette qui est émise par un État ou par une entreprise et on peut essentiellement donc acheter cette dette et ça le dit, donc c'est une obligation, c'est-à-dire que l'État, par exemple, a une obligation de rembourser notre prêt et avec de ça un intérêt. Et ces intérêts-là sont déterminés en partie donc par la politique monétaire. Et donc quand on observe les yields, on est capable de voir qu'est-ce que le marché s'attend au niveau donc de la politique monétaire. Donc les yields vont entre guillemets bouger un peu d'avance et la politique monétaire va essentiellement suivre et les yields vont représenter qu'est-ce que le marché s'attend dans l'état actuel des choses par rapport à ça. Okay? Donc si on regarde les yields juste ici, donc là, j'ai le yield 2 ans, j'ai le yield 10 ans et le yield 30 ans. Donc ça, c'est la durée en fait des obligations. Et les détails ici sont plus ou moins importants, mais ce qui est quand même pertinent d'observer, c'est que les yields globalement sont encore haussiers. On le voit notamment en juillet où ce que les yields ont globalement continué à monter pour refléter probablement, donc comme j'ai dit, la hausse du pétrole qui va se faire refléter dans l'inflation et qui potentiellement pourrait, si on veut, resserrer un peu l'idée que OK, la Fed va vraiment devoir monter les taux d'intérêt. Donc, vous voyez, tout est corrélé et au final, le dénominateur commun de tout ça, c'est le pétrole. C'est le point le plus important à suivre. Quelqu'un pourrait, je dirais même presque uniquement regarder le pétrole et être capable d'avoir une très bonne idée de comment les prochaines semaines et comment les prochains mois vont évoluer sur les autres marchés. Sinon, le dernier point que je voulais parler aujourd'hui, et ce point-là est quand même assez important. Donc ici, je suis sur un graphique qui représente la saisonnalité du S&P 500. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la saisonnalité, c'est un concept où est-ce qu'en fait, dans certaines périodes de l'année, il y a un petit peu plus de probabilité sur certains actifs qu'on ait par exemple une hausse ou une baisse. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo peut-être il y a 1 an ou 2 sur la saisonnalité. Je vous la mettrai là, en description également, cette vidéo-là, si vous êtes curieux d'aller l'étudier. Mais bref, là où ce que je veux en venir donc, c'est que la saisonnalité du S&P 500 est assez précise, c'est-à-dire que globalement, durant l'année, les indices sont plutôt haussiers, mais on voit que la correction, disons, principale qu'on a est aux alentours là, de fin à août jusqu'en octobre. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, j'ai tradé à plusieurs reprises là, dans les dernières années. Donc la plupart du temps, quand on est dans un contexte haussier comme actuellement avec le Worldview qui est positif, le Worldview, c'est vraiment le contexte général qu'on a émis au début de la vidéo, eh bien, la plupart du temps, donc les indices boursiers sont haussiers durant l'année. Mais s'il y a une période qui est, on va dire, un petit peu plus propice à avoir une correction, c'est souvent donc fin à août jusqu'en octobre, novembre, là, plus ou moins. Et on s'approche donc graduellement de cette période-là. Okay? Donc ça, vous allez voir, c'est aussi un petit détail qu'on va garder en tête pour par la suite être capable de faire des scénarios. Et là, en passant, juste pour être clair, vous voyez que depuis le début, je vous présente tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés, les éléments qui sont les plus importants. Et ce qu'on va faire donc par la suite, c'est qu'on va utiliser ces éléments-là pour faire des scénarios et voir comment potentiellement les marchés pourraient évoluer par rapport à ça. Sinon, le dernier point que je voulais vous parler qui est quand même important en ce moment, et je vais survoler un petit peu plus ce sujet-là parce que, en fait, j'ai réussi à très bien trader ce que je vais vous présenter et je vais probablement vous faire
faire une autre vidéo dans les prochaines semaines pour vous expliquer ça donc beaucoup plus en détail parce que c'est quand même un point qui est intéressant. Mais ici, donc, on est sur le graphique USD-Yen, donc le dollar américain contre le yen japonais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle le carry trade. Donc, le carry trade, c'est tout simplement le fait que depuis des années et des années, OK, puis ça, on peut le voir sur USD-Yen si on dézoome un petit peu. Donc, depuis des années et des années, le dollar américain s'apprécie par rapport au yen japonais et en fait, la plupart des grosses monnaies s'apprécient par rapport au yen japonais, tout simplement parce que les taux d'intérêt au Japon sont extrêmement faibles comparés aux autres monnaies. Et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a aucun incitatif à garder des yens japonais pendant longtemps parce que peu importe avec laquelle des monnaies on va la trader, eh bien, on va payer des intérêts à tous les jours pour être exposé à cette idée-là. Tandis que de l'autre côté, si on a par exemple le dollar américain et qu'on est exposé en short sur le yen japonais, eh bien, on se fait payer à tous les jours parce qu'on a un différentiel de taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt aux États-Unis sont plus élevés que ceux du Japon et donc quand on fait la soustraction entre les deux chiffres, ça nous donne un taux d'intérêt positif. Et donc, ça veut dire que quand on a, par exemple, une position à la hausse sur USD-Yen, eh bien, non seulement on peut faire de l'argent sur le trade en lui-même, évidemment, mais aussi sur le fait de se faire payer à tous les jours grâce au différentiel de taux d'intérêt. Et ça, c'est la raison principale pourquoi USD-Yen donc, est en hausse depuis des années et des années et des années. Mais là, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que récemment, USD-Yen avait essayé un breakout juste ici. On était rendu à des niveaux les plus faibles depuis plus de 40 ans sur le yen japonais par rapport au dollar américain. Bon, ici, c'est USD-Yen, fait que le graphique est inversé, mais bref, c'est la même chose. Et ce qui est arrivé donc la semaine dernière, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle une intervention de la Banque du Japon et les États-Unis ont également coordonné une intervention avec eux. Et concrètement, donc, qu'est-ce que c'est une intervention? Bien, c'est tout simplement la Banque du Japon qui littéralement va sur le marché et achète des yens japonais en vendant le USD. Donc, c'est une sorte de manipulation, si on peut appeler ça comme ça, pour faire baisser le prix. Maintenant, c'est important de comprendre que ça ne change pas le fondamental. OK? Donc, tout ce que j'ai expliqué au carry trade, le différentiel de taux et tout ça, ça, c'est encore d'actualité. Mais sur un horizon donc court, moyen terme, eh bien, ça l'a amené justement la baisse qu'on a eue juste ici. Maintenant, comme je dis, cette baisse-là, j'ai réussi à très, très bien la trader, mais ça, je vous réserve ça pour une autre vidéo. Et ce point-là, donc, est quand même important. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, parce que depuis longtemps, comme je dis, les taux d'intérêt au Japon sont tellement faibles qu'il y a énormément de personnes, que ce soit des particuliers, des institutions, des hedge funds, qui ont emprunté des yens japonais pour aller investir dans les risk assets. Et oui, c'est là que ça devient intéressant. Donc, qu'est-ce qui arriverait, par exemple, si on a soit des grosses interventions de la BOJ pour vraiment soutenir le yen, ou alors si on a par exemple un changement de politique monétaire, si on a par exemple les taux d'intérêt qui commencent à monter plus rapidement au Japon, eh bien potentiellement que ça pourrait impacter les autres marchés. Okay? Pour l'instant, c'est, je dirais plus un risque qu'autre chose. Okay? Ce n'est pas encore si concret parce que bon, on n'a pas eu un mouvement qui est non plus énorme, mais c'est quelque chose qui avait beaucoup impacté les marchés par exemple en été 2024. Okay? Donc en 2024, on était dans une situation assez similaire où les taux d'intérêt aux États-Unis étaient élevés, ceux du Japon étaient assez faibles. Donc, on avait encore le carry trade qui fonctionnait. Et on voit donc qu'à la suite de plusieurs interventions et d'un changement de narratif par rapport à ça, eh bien, le taux de change USD-Yen avait beaucoup baissé et ça s'était reflété sur les indices boursiers. Okay? Donc, si on retourne par exemple sur le S&P, eh bien, la baisse qu'on a vue durant cet été-là, c'était ici. Okay? Bon, ce n'est pas une baisse gigantesque, mais on parle quand même d'une correction de 10 ce qui est quand même pas négligeable. Okay? Donc, ça, c'est, comme je dis, un risque. Pour l'instant, on est encore là très, très loin d'avoir évidemment là, un mouvement qui ressemble à ça. On voit que, bon, ça a quand même bien baissé, mais vraiment pas autant que ça. Mais c'est juste quelque chose à, on va dire, être conscient de et garder en tête. Si le carry trade commence à se revirer et qu'on a énormément de gens qui ont emprunté des yens japonais pour aller investir dans les autres marchés, eh bien, ça pourrait potentiellement impacter donc ces autres marchés aussi. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce qui se passe au niveau du fondamental, on peut regarder techniquement parlant où est-ce qu'on en est présentement et par la suite, on va être capable de faire différents scénarios de comment tout ça peut évoluer. Okay? Fait que pour ce qui est du technique, on va commencer avec le dollar américain. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais le dollar américain, c'est quelque chose qui est extrêmement important à suivre. C'est la monnaie de réserve du monde, tout simplement. C'est la monnaie la plus importante. Et donc, selon comment le dollar américain évolue, eh bien, ça va impacter aussi les autres
autres marchés. Il faut comprendre qu'en ce moment, le dollar américain est globalement corrélé au pétrole parce qu'encore une fois, le pétrole va amener de l'inflation. Si par exemple le pétrole monte, ça va amener des hausses de taux et une monnaie donc s'apprécie si on a des prévisions de hausse de taux, surtout par rapport donc aux autres monnaies. Okay? Bref, donc le dollar américain est très important à suivre. Si on regarde techniquement parlant, on voit qu'on avait un range depuis environ un an qu'on a réussi à briser récemment à la hausse, notamment quand le pétrole avait beaucoup remonté et qu'on avait des nouvelles escalades au niveau du conflit. On voit que depuis la semaine dernière, on a vraiment rebaissé, donc avec le pétrole qui s'est stabilisé et notamment les interventions aussi de la BOJ qui ont aidé à faire baisser le USD. Donc là, la grosse question pour ce qui est du dollar américain, c'est qu'est-ce qui va arriver par rapport à ce niveau-là juste ici. Okay? Donc, est-ce qu'on va rebondir par exemple sur la trendline ici qu'on a avec les moving average, les Fibonacci et tout ça, et est-ce qu'on commence à repartir tout simplement dans la tendance haussière ou à l'inverse, est-ce qu'on va par exemple juste peut-être faire un petit pullback ici, se heurter sur le niveau ici et peut-être se revirer par la suite et réitérer le range qu'on avait déjà. Okay? Donc, d'un point de vue technique, c'est les deux scénarios que je vois pour l'instant. Ça va quand même être quelque chose qui est important à surveiller parce que, comme je dis, le dollar américain est inversement corrélé au risk asset. Donc, si par exemple le USD commence à vraiment beaucoup remonter, c'est probablement parce que le pétrole aussi est en train de monter, on va avoir des hausses de taux d'intérêt et les risk assets seraient négatifs. Évidemment, l'inverse est aussi possible. Si le dollar américain revient dans son range, eh bien là, les risk assets, en théorie, devraient être un petit peu plus haussiers. Donc, c'est quand même un niveau ici qui est assez important à surveiller, mais comme je dis, le vrai gros niveau pour moi sur le DXY, c'est vraiment le niveau qu'on a juste ici. Par la suite, au niveau des indices boursiers, donc sur le S&P, on voit qu'on est dans un range là, depuis les 2 derniers mois. Donc là-dessus, la question est assez simple. Okay? Est-ce qu'on va tout de suite briser le range et avoir une continuité à la hausse ou alors est-ce qu'on va rejeter les highs du range et peut-être revenir soit vers les points bas du range ou peut-être un petit peu plus bas ici. Okay? Donc, niveau technique, ça serait ce que je vais surveiller. Encore une fois, comme je dis, après, on va faire des scénarios aussi avec le fondamental pour que vous voyez vraiment là, la corrélation. Mais donc, le S&P, c'est là qu'on en est. Le Nasdaq a déjà un petit peu plus corrigé, mais c'est à peu près le même principe. Est-ce qu'on va tout de suite remonter vers les highs du range ou peut-être plus? Ou est-ce que pour X raison, on va rester dans le range, peut-être faire une plus grosse correction? Sinon, au niveau des yields, comme j'ai dit, très important à suivre les yields parce que c'est ça qui va représenter qu'est-ce qu'on s'attend pour ce qui est des taux d'intérêt. Okay? Donc, les yields, super important. On voit que sur le 10 ans, s'il y en a juste un à suivre en passant, c'est vraiment le 10 ans. Okay? Des fois, je vais regarder le 2 ans, le 30 ans, mais le 10 ans, c'est vraiment le classique du classique. C'est un bon équilibre entre des yields qui ne sont pas trop court terme et qui ne sont pas non plus trop long terme. Et on voit que le 10 ans, pour l'instant, est à un niveau extrêmement important. Okay? Donc là, la grosse question, c'est est-ce qu'on passe au travers de ce niveau-là et est-ce qu'on continue à monter ou est-ce qu'on rejette le niveau et on réintègre le range? Puis encore une fois, tout dépend du pétrole. Si le pétrole continue à monter et qu'on atteint 90 et plus, à mon avis, les yields vont break out ce niveau-là et continuer à monter. Donc, si le conflit, par exemple, s'accentue ou à l'inverse, eh bien, on pourrait aussi revenir dans le range. Sinon, parlons par exemple du gold. Le gold, je l'ai beaucoup tradé dans les dernières années. C'est l'un des actifs où j'ai fait le plus d'argent dessus. On voit que le gold, en réalité, depuis le début de l'année, on est dans une très grosse correction. Et là, on est donc sur un très gros niveau ici, aux alentours là, des 4000 $ sur le gold. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on va briser cette correction-là ici, donc le genre de range qu'on a depuis le dernier mois à la baisse, ou alors est-ce qu'on va être capable de tout de suite remonter? Okay? Dans les deux cas, je m'attendrais à ce qu'on finisse par remonter, c'est-à-dire que si on remonte ici, tant mieux, mais si on baisse et qu'on arrive à 3500, qui est également un très gros niveau, je m'attendrais de voir un rebond à partir de là. Okay? Mais donc là, la question, c'est lequel des deux mouvements on va avoir en premier, puis encore une fois pour me répéter, mais tout dépend du pétrole. Okay? Parce que si le pétrole monte et qu'on a plus d'inflation et qu'on a plus de hausse de taux d'intérêt, le USD va monter. Et gold est inversement corrélé au USD. Donc, si la guerre continue, c'est quelque chose qui est négatif pour le gold. Et à l'inverse, si la guerre se règle et qu'on a par exemple un accord et que le pétrole descend, eh bien peut-être que le gold pourrait déjà remonter à partir d'ici. Mais donc, gold, très important à suivre également. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités là-dessus dans les prochaines semaines ou les prochains mois selon comment ça évolue. Sinon, bon, évidemment, le pétrole, sans surprise, très important. Au moment d'enregistrer la vidéo, on a un très gros niveau aux alentours là, ici des
c'est 78 sur le pétrole. Donc, personnellement, c'est ce que je surveille. Si on passe en dessous de ce niveau-là, on pourrait peut-être revenir vers les 70. Et 70, comme j'avais dit tantôt, c'est pas très problématique au niveau de l'inflation. C'est quand même vraiment dans la moyenne. Donc, ce serait quelque chose de très positif pour les risk assets. À l'inverse, si on a le conflit qui escalade et que finalement, on n'est pas capable d'avoir un accord, je pense que si on revient là, vers ce niveau-là, ça devient déjà un petit peu là, problématique. Puis si on brise ce niveau-là puis qu'on continue à monter, là, on tombe vraiment dans un autre scénario et ça serait dans un scénario comme ça, par exemple, puisque je verrais gold à 3500, les indices boursiers faire une plus grosse correction et le USD remonter aussi et continuer la tendance haussière. Okay? Donc, le pétrole, ça reste vraiment le dénominateur commun de tous les marchés et l'actif le plus important à surveiller. Bon, maintenant que tout ça est dit, regardons les différents scénarios de comment les marchés pourraient évoluer. Alors, le premier scénario serait le scénario pessimiste, OK? Donc, le scénario un peu plus négatif. Qu'est-ce qui pourrait amener les marchés boursiers à entamer une plus grosse correction ou du moins rester dans le range qu'on est présentement dedans? Bon, comme vous l'avez compris, le point le plus important, c'est le pétrole et ça serait si le conflit continue. Okay? Si on a vraiment une escalade au niveau du conflit, qu'on n'est pas capable d'avoir un deal et qu'ils ne sont pas capables de trouver un terrain d'entente. Okay? Pour l'instant, le pétrole a remonté puisqu'on a eu justement des nouvelles attaques dans le dernier mois. On a un petit peu rebaissé depuis la dernière semaine, notamment parce qu'il y a des signes qui, peut-être, les négociations pourraient amener vers un deal. Mais tant qu'on n'a pas quelque chose de vraiment concret, c'est difficile d'avoir confiance là-dedans. Surtout qu'on a déjà eu un deal, comme je l'avais dit, en juin, mais ce deal, malheureusement, n'a pas tenu et les attaques ont recommencé. Okay? Donc, si par exemple, on n'est pas capable d'avoir une fin du conflit, que le détroit d'Ormuz est encore fermé pendant des semaines, des mois et que le pétrole remonte, quand on va passer au-dessus des 90, peut-être 100 et plus, si on développe un scénario comme ça serait très négatif pour les risk assets. Okay? Si en plus de ça, par exemple, c'est jumelé à peut-être un ralentissement un peu au niveau de la bulle sur le AI et qu'on a un petit peu moins d'enthousiasme par rapport à ça, eh bien, c'est là qu'on tomberait dans une plus grosse correction. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que globalement, si on revient au contexte initial qu'on a mis en place au début de la vidéo, le worldview est encore positif. On est encore dans un contexte qui globalement est bon. Okay? À part l'inflation, pour l'instant, il n'y a pas d'autres problèmes. Okay? L'économie va bien, les données de l'emploi sont bonnes, les PMI sont bons. Donc, dans ce scénario, disons, le plus pessimiste pour l'instant que je vois, évidemment, tout ça peut changer rapidement, mais pour l'instant, dans le scénario le plus pessimiste que je vois, je ne m'attends pas à un énorme crash. Okay? Je ne vois pas, du moins encore, cette possibilité-là. Pour vraiment avoir un crash et une correction très profonde, il faudrait vraiment que le pétrole soit extrêmement élevé, 120 $ ou plus. Il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup d'attentes au niveau des taux d'intérêt. C'est peut-être que là que les indices corrigeraient vraiment de façon assez intense. Mais tant qu'on n'est pas là, on pourrait s'attendre peut-être à soit un marché qui continue à faire du surplace, donc peut-être se stabiliser ici. Ça viendrait également suivre la saisonnalité et peut-être qu'en début d'année ou en début d'année prochaine, on pourrait continuer le mouvement haussier. Donc ça, c'est une possibilité. Non, une autre façon que ce mouvement-là pourrait également se concrétiser, ce serait d'avoir peut-être une baisse un petit peu plus rapide. Supposons qu'on a une grosse escalade au niveau du conflit et le pétrole monte rapidement, on pourrait peut-être corriger un petit peu plus rapidement. Il y a ce niveau-là sur le S&P 500 notamment qui est très intéressant avec une belle trendline, l'ancien all-time high, le 200 moving average. Bref, c'est quand même une belle zone. Donc, on pourrait potentiellement se rendre ici avant de continuer la tendance haussière. Mais comme je dis, cette perspective haussière, pour l'instant, je l'ai toujours parce que le worldview est encore positif et à moins que le pétrole commence à vraiment atteindre des niveaux très élevés. Pour l'instant, je ne vois pas le scénario où on commencerait à vraiment crash puis à complètement se revirer. Okay? Donc, pour l'instant, mon scénario le plus pessimiste ressemblerait à peu près à ça. On verrait donc, comme je dis, un pétrole aux alentours des 100 $ et plus. On verrait les indices corriger assez profondément. On verrait gold aussi potentiellement baisser à la baisse et briser le niveau des 4000. Ce serait la même chose pour les autres risk assets aussi, soit dit en passant. Si on regarde par exemple les cryptos, ça pourrait faire la même chose aussi. Bon, personnellement, je ne trade pas les cryptos. Je ne suis pas vraiment dans ce marché-là, mais ça suit en général également ce que les risk assets vont faire. Donc, c'est un peu la même perspective ici. Donc, ça, c'est le premier scénario qui est vraiment le scénario, je dirais, le plus pessimiste. Ensuite de ça, le deuxième scénario serait un scénario, je dirais, un peu plus neutre. Okay? Donc, ça se traduirait par le conflit qui continue, mais
qu'on n'a pas une énorme escalade. T'sais, on a des petites attaques qui essayent de négocier, ça n'avance pas trop, mais rien de si intense que ça. Dans un scénario comme ça, je m'attendrais de voir un pétrole se stabiliser aux alentours des 80 plus ou moins. Donc, c'est pas quelque chose qui est extrêmement problématique pour l'inflation, mais quand même un peu. Okay? Donc, dans un scénario comme ça, je pense que les indices pourraient potentiellement faire un genre de range, un peu comme j'ai présenté tantôt. Ça pourrait peut-être prendre par contre un petit peu plus de temps avant de décoller à la hausse parce qu'il faudrait vraiment avoir quelque chose qui débloque un petit peu plus au niveau du conflit. Dans ce scénario-là, par contre, je m'attendrais à ce que Gold, par exemple, se stabilise encore aux alentours des 4000. On pourrait peut-être baisser temporairement en dessous de ce niveau-là, mais peut-être pas 3500. Okay? Donc, pour l'instant, ça serait ce que je vois là-dessus. Donc, un scénario, disons pas très haussier, mais pas non plus baissier, un petit peu plus neutre. C'est quelque chose qui arrive des fois des périodes un petit peu plus de neutralité où ce qu'on attend justement un développement, disons, encore plus significatif. Et donc ça, pour l'instant, je dirais que c'est un peu là, en fait, qu'on en est en ce moment dans ce scénario-là, c'est-à-dire que le pétrole oscille aux alentours des 80 depuis à peu près un mois et demi avec des grosses variations, mais quand même, les indices sont plutôt stables, le gold est plutôt stable, puis on voit que le marché en ce moment est un peu, si on veut, en attente, de voir on va-tu avoir une énorme escalade, on va-tu finalement avoir un deal. On voit que le marché est comme un peu en train d'attendre que quelque chose se passe par rapport à ça. Et ce scénario de neutralité peut durer tant et aussi longtemps que le conflit n'a pas vraiment de débouché clair. Peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, bref, personne ne le sait. Mais pour l'instant, c'est à peu près là où est-ce qu'on en est en ce moment sur les marchés. Et c'est un deuxième scénario qui est quand même plausible de comment les choses pourraient évoluer à partir d'ici. Donc, de tout simplement continuer un peu dans le genre de up and down qu'on a présentement. Et sinon, le dernier scénario, donc évidemment le scénario optimiste où on aurait par exemple le conflit qui arrête. Et donc, si le conflit arrête, qu'il y a vraiment un deal et que là, on s'en va vraiment dans la bonne direction, je m'attendrais de voir un pétrole rebaisser aux alentours des 70 peut-être même un petit peu moins, c'est pas impossible. Je pense pas qu'on va revenir dans des niveaux à 50, 60, du moins pour l'instant, je le vois pas comme scénario, mais peut-être aux alentours des 70 ça me semblerait plausible si on a vraiment un très très beau développement au niveau du conflit. Et si on a ça, eh bien, ça serait peut-être plus dans un scénario comme ça où ce que je pourrais voir là, les indices boursiers continuer vraiment à monter et faire une belle continuité. Si on utilise également le Fibonacci, qui est un outil que j'aime beaucoup, on pourrait potentiellement même aller chercher le niveau des 8000 sur le S&P 500 avec l'extension FIB et la Flown Trendline qu'on a juste ici. Donc, je pense que c'est possible d'avoir ce développement-là où ce que les indices pourraient continuer à monter. Ça serait idéalement dans un scénario où ce que le pétrole reviendrait à 70, mais ça ne serait pas non plus impossible qu'on ait quand même une continuité, même si le pétrole reste aux alentours des 75, 80 plus ou moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'avais dit tantôt, 75, même 80 c'est pas si pire que ça pour l'inflation. Fait que les indices boursiers pourraient quand même monter dans ce scénario-là. Là où ce que ça devient un petit peu plus problématique, je dirais, c'est au-dessus vraiment de 80, fait 85, peut-être 90, où ce que l'on serait peut-être plus dans un range. Et encore plus que ça, on tomberait dans une correction peut-être un petit peu plus profonde. Mais globalement, donc comme j'ai dit, toujours sur du moyen long terme, haussier sur les indices. Donc si on a une continuité ici, eh bien, ça serait le niveau que je regarde. Puis en réalité, même si on fait une plus grosse correction et que par la suite on se reprend, eh bien, ce serait aussi le niveau que je surveillerais là, comme objectif, donc 8000 sur les indices boursiers. Le Nasdaq pourrait potentiellement revenir vers les highs de son range, peut-être même plus. Dans ce contexte-là, le USD pourrait potentiellement se revirer, revenir plus bas dans le range. Et au niveau du gold, on n'aurait peut-être pas besoin de faire un flush à la baisse et on pourrait potentiellement réussir à remonter à partir du range, notamment là, si on brise le niveau des 4200 sur gold, je m'attendrais de peut-être revenir aux alentours des 4400, peut-être même plus. Et ce serait aussi là-dedans que peut-être les cryptos pourraient commencer à remonter un petit peu plus. Ça a été plus rough de ce côté-là récemment. Mais donc, voilà, ça, je dirais, guys, c'est vraiment les trois scénarios différents que j'observe pour l'instant et ce que je vais moi-même surveiller. Puis comme j'ai dit, encore une fois, le plus important, ça reste le conflit, ça reste le pétrole. C'est ce qui va driver l'inflation, les politiques monétaires et les autres marchés par la suite. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et surtout qu'elle vous a permis de voir vraiment comment je réfléchis, comment j'interprète tout ce qui se passe sur les marchés et comment on va utiliser ça pour former des idées de trade. C'est le point qui fait la plus grande différence en trading. Ça fait 7 ans qu'on a notre programme de coaching. On a accompagné plus que 1000 personnes aujourd'hui, puis on l'a vu au fil des années, les personnes qui sont capables de mieux raisonner par rapport aux fondamentales, qui sont vraiment capables d'avoir une certaine clarté d'esprit
d'esprit, différents scénarios et surtout par la suite d'attendre les confirmations, ben, c'est ces personnes-là qui ultimement finissent par avoir le plus de résultats. Et si justement, guys, vous voulez passer au prochain niveau dans votre trading, donc soit vous lancez là-dedans sérieusement ou tout simplement aller chercher vraiment des bons résultats si vous en faites en ce moment, mais que ça ne fonctionne pas vraiment, je vous invite à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est une vidéo de présentation tout simplement qui explique beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi directement ou un des membres de notre équipe pour qu'on puisse regarder ça avec vous et voir tout simplement là, si on peut vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir le lien dans la description. Et sinon, guys, ben, là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, comme j'ai dit au début, mettez un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.